Alors, dans un cadre général, parler d'Albert Camus 100 ans après sa naissance, ça peut paraître soit obsolète, soit dépourvu de sens. Mais enfin, si c'est totalement dépourvu de sens, c'est pas si mal pour parler d'absurde. Donc, on va régler ce problème. Donc, ce n'est pas simplement pour un cadre de commémoration qu'on s'intéresse à Albert Camus, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on va essayer de faire un parcours aussi bien temporel que géographique à travers Albert Camus, en mettant quelques points de repère, en plantant un décor, voir si cela vous convient. Vous verrez par la suite aussi, donc vous pouvez aussi intervenir s'il y a des personnes qui ont des connaissances particulières que nous ne possédons pas. Au départ, donc, on va parler des défauts de Camus. Donc des défauts de Camus pour le français moyen. Parce que bon, le français moyen a toujours repère facilement les défauts. Donc Camus, son premier défaut, c'est qu'il n'est pas riche. Voilà. Son second défaut, et on le verra plus tard, c'est qu'il n'est pas normalien. C'est un immense défaut pour un français moyen. Son troisième défaut, c'est qu'il est à gauche, mais pas vraiment à gauche. Voilà. Donc, ce qui fait que quand vous êtes à gauche, pas vraiment à gauche, c'est un défaut pour les gens de droite et pour les gens de gauche. Voilà. Donc, le quatrième défaut, c'est qu'il est pied noir. Alors, donc, il est ni français, ni arabe. Il est même pas harki. Il aurait des circonstances atténuantes. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas dire que sa vie commence facilement. Ensuite, au niveau de sa famille, eh bien, il perd son père très rapidement. Sa mère est quasiment illettrée, à la limite sourde. Donc, c'est vraiment dans le quartier pauvre d'Alger qui va voir le jour. Et il s'amusera d'ailleurs avec les petits yaoulets, comme on dit. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas bien Camus, ou alors qui croient le connaître, c'est peut-être, je ne sais pas lequel des deux est le pire, c'est bien de commencer par le premier roman. Puisque c'est son dernier roman, en même temps c'est son roman le plus autobiographique. Donc on comprend mieux un peu sa pensée solaire par la suite. Alors, maintenant, on va essayer de transformer tous ces inconvénients qu'on vient de citer, puisque de toute façon ça ne vous concerne pas, parce que c'est pour le français moyen. Donc, on va les transformer donc, en un élément positif. Donc, c'est que l'avantage, quand vous êtes pauvre, c'est que vous voyez rapidement quelles sont les richesses indispensables et essentielles. Donc, pour Camus, c'est simple, parce que quand vous êtes au bord de la mer, comme se trouve Alger, bien, il faut imaginer que les hommes vivent sur une bande de terre. Parce que d'un côté, c'est l'eau, et de l'autre côté, c'est le désert. Ça, c'est une vision qui est un peu surprenante quand on est en France, parce qu'en France, on a quand même l'habitude de l'étendue terrestre. D'ailleurs, la France est quand même un pays très terrestre, dans ce sens-là. Par exemple, l'Angleterre est bien plus maritime. Alors que pour les pieds noirs qui ont vécu ces fameux 113 étés en Algérie, ils étaient sur une bande. Donc, trop d'un côté c'est dans l'eau, trop de l'autre côté c'est dans le désert. Ce qui fait que l'essentiel de la vie, alors que l'Algérie est quand même un immense pays, bien, se situe en fait à la frontière, l'interface, on dirait, sur le plan plus scientifique, entre l'eau et la mer. Donc cette interface fait jouer beaucoup le soleil, un élément moteur dans la pensée camusienne. Alors c'est peut-être difficile de le voir quand on s'aperçoit qu'il est d'origine alsacienne, hein. Mais c'est peut-être plus facile quand vous comprenez par exemple comment Van Gogh, après être allé dans le sud, revoit le nord de façon différente. Donc vous pouvez imaginer de la même manière que quelqu'un qui va jouer le rôle de l'étranger, parce que finalement, autant le dire dès le début, Camus sera étranger. Alors, donc être étranger, c'est pas si grave, le problème c'est de ne pas l'être partout.
Hein. Et le problème, donc, pied noir d'origine alsacienne à Alger, ensuite en France, ça devient quelque chose de relativement difficile à gérer, jusqu'à la fin d'ailleurs. Et on pourrait dire, si vous voulez, pour parler de la notion de topos, donc de lieu, vous savez, en France, on utilise l'expression un non-lieu. Alors, essayons de le traduire en fait en grec, ça donnera utopie. Alors, moi je pense que ce qui caractérise la pensée de Camus, c'est plutôt l'atopie. C'est l'absence de lieu. Donc, je vais peut-être m'expliquer un peu plus. Donc, on pourra dire que Camus est atopique, et pas utopique ni topique, dans le sens où c'est très difficile de dire qu'il appartient à un lieu. Vous voyez, la notion de terroir, par exemple. C'est quand même mis en place maintenant. On a l'impression qu'elle est quand même bien plus importante qu'auparavant, alors que la notion de terroir a toujours été importante. Mais, si vous voulez, dans le cadre de la pensée coloniale, on voit très bien ce que c'est un colon. On voit très bien ce que c'est un autochtone. Et on ne voit pas bien ce que c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire, en fait, c'est les descendants de colons assimilés à des autochtones, qui finalement finissent par devenir des presque autochtones pour les autres colons, qui n'ont pas colonisé. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les pieds noirs disent des Français qui sont des patos. Bon. Donc, c'est pas péjoratif, c'est simplement pour différencier bien les deux choses. Quand un Français qui est vraiment de France, qui ne connaît pas l'Algérie, qui va débarquer soit par choix, soit par non-choix dans le cadre militaire, pour lui, les pieds noirs, c'est les autres. Donc, alors, il faudrait peut-être définir ce que c'est les autres. Alors, comment vous dire? Tous les gens qui ont un peu vécu dans la notion de diaspora, donc l'émigration, c'est très simple ce qui se passe dans le processus. Donc, enlever l'aspect colonial, vous imaginez donc une personne qui appartient à un pays, pour des raisons quelconques, elle va dans un autre pays, donc c'est un immigré. Donc, dans cet autre pays, il n'appartient pas à ce pays. Ensuite, au bout d'un moment, elle revient, des années après. Après, c'est plus vraiment non plus son pays, le pays original, c'est presque son pays, le pays intermédiaire. Donc, et on se retrouve dans une situation où il y a une sorte de nostalgie des deux côtés. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, justement, chez Camus, il a une culture très française. Bien plus française que certains Français de maintenant. Dans quel sens? Donc pas du tout dans un sens péjoratif, dans le sens de la grande littérature, la littérature française, si vous voulez, l'idéal français, on pourrait le dire comme ça. Donc il va avoir très vite accès à ce qu'on appelle aux grands auteurs. Donc Jean Grenier va évidemment beaucoup le protéger et en même temps l'élever, on va dire ça comme ça. Il va repérer tout de suite que Camus est totalement différent des autres. Vous allez me dire, bon, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? En tout cas, il a été repéré par son maître, qui va le faire évoluer de manière totalement différente par rapport au contexte social, puisqu'évidemment, il va être très rapidement hors contexte. Et au point qu'on peut même imaginer la difficulté de communication. Parce que pour s'amuser, c'est bien quand on est très petit. Ensuite, vous savez que Camus va avoir sa période de footballeur. Alors, comme par hasard, il sera gardien de but. Puisque vous savez bien que le gardien de but, c'est la personne la plus anormale dans le football, puisque le football, il y a le foot, et ça touche les mains. Donc il va être au rue d'Alger, on pourrait dire que c'est presque une vie normale. Mais en même temps, tout est dans le presque. Chez Camus, tout est dans le presque. Donc finalement, il est presque de là-bas, tout en étant ici, et proche de nous, et presque proche de nous.
Alors, c'est toujours intéressant dans quel sens? C'est que si maintenant vous voyez dans un contexte plus littéraire et plus philosophique, vous savez très bien qu'il y a eu une tendance relativement récemment, on a même voulu mettre Camus au Panthéon, alors qu'immédiatement, ça avait des jeux, un contexte politique totalement ridicule, et finalement, ça n'a pas eu lieu. Alors, on a prétexté que c'était pour être utilisé dans un contexte politique. Alors là, il faut bien vous rendre compte que si vous prenez l'ensemble des personnes qui sont entrées au Panthéon, les récentes, entre guillemets, bien vous allez vous rendre compte qu'elles sont toutes rentrées dans un contexte politique. Il n'y a pas d'autre façon de rentrer dedans. Bon, enfin, ça n'a pas eu lieu pour des raisons qu'on ne va pas analyser, parce que ça, on va leur donner plus de mérite que ce qu'ils n'ont. Et en même temps, si vous voulez, l'inconvénient aussi dans la pensée normative, pour ne pas dire encore normalienne, c'est qu'il va avoir un autre problème, c'est qu'il va avoir le prix Nobel. Alors là. Donc ça, normalement, ça devrait vous rappeler, dans un contexte totalement différent, dans le cadre du tennis, c'est ce que disait Yannick Noah, vous voyez, je joue sur tous les jeux. Donc il disait, quand je perdais, j'étais camerounais. Quand je gagnais, j'étais français. Voilà. Donc vous avez bien compris ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va avoir le prix Nobel Camus, il n'est plus tout à fait pied noir, ni tout à fait de là-bas. On s'en fout un peu qu'il soit plus normalien. Et il est presque normalement à gauche. Mais juste au moment où il y a le prix Nobel quand même. Et puis bon, ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas très longtemps. Parce que quand même les gens reprennent leur repère. Et donc, après avoir eu ce coup, bon, c'est quand même de nouveau transformé. Alors, donc, évidemment, l'avantage, c'est que Camus a fini sa vie rapidement aussi, donc il n'a pas pu voir les autres retours. Je reviens en arrière. Donc, on est encore dans cette période de la naissance. Donc, on voit bien que cette pensée solaire, on la voit très bien à travers l'été et les noces. Une grande activité mentale par rapport à l'espace romain. Les ruines romaines type hasard, c'est que des points repères et des points clés dans la pensée camusienne. Alors en même temps, vous voyez, c'est toujours pareil, les ruines de ce côté, c'est-à-dire du côté de l'Afrique, elles sont du mauvais côté. Vous voyez? C'est de nouveau, c'est par rapport à Carthage, c'est par rapport... Oui, ce cadre-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a une expansion, et puis après, il y a un retrait, et après, on a des vestiges, il y a une association à l'espace romain, mais ce n'est pas tout à fait Rome, et c'est jamais tout à fait la même chose. Donc, ensuite, la mer. La mer est très importante, c'est une source de vie, pour des gens qui sont proches du soleil. C'est aussi un point de contact avec l'autre côté. Vous le verrez très bien justement à partir de 62, donc Camus ne vivra pas ça, mais justement la mer sera le point de contact. Alors c'est toujours intéressant de regarder, si vous voulez, ce lieu. Alors pourquoi? C'est parce qu'il est tout à fait caractéristique. Pensez bien quand même que c'est juste une bande, et évidemment tout va être centré sur Alger aussi. Donc, Alger, comme ville, c'est une ville en amphithéâtre qui regarde la mer. Donc il y a une forme, si vous voulez, de rejet du sable, si vous réfléchissez. Parce que finalement c'est un port. Donc c'est toujours le même problème. Est-ce qu'un port est une zone qui appartient à la terre? Ou est-ce que c'est le bord de mer? Et donc Alger le dit très clairement. Il y a d'autres villes qui oublient parfois que ce sont des ports. Alger, c'est pas du tout ça. Donc tout est axé vers la mer. Donc un amphithéâtre ouvert. Donc évidemment, au sens étymologique du terme, un amphithéâtre qui n'est pas un amphithéâtre, qui est évidemment un théâtre. Donc ce sera intéressant
pour Camus, puisque l'amphithéâtre, c'est le théâtre où on vous regarde des deux côtés. Enfin bon, dans le langage français, on fait même mieux, puisqu'on appelle l'amphi le truc des étudiants, où il n'y a même pas l'amphi, il n'y a même plus le théâtre, évidemment, dans le mot, et tout le monde comprend bien ce qu'on veut dire, c'est-à-dire pas ce qu'on voulait dire. Puisqu'on le regarde plus. Donc, ce théâtre va être intéressant aussi, c'est que Camus va très vite faire du théâtre amateur. Donc, ce sera un peu un complément vivant à l'accès au texte, au superbe texte français, et aussi, si vous voulez, une approche plus intérieure. Donc c'est très important parce que quand on n'a pas fait du tout de théâtre, on a du mal à se rendre compte d'un phénomène fondamental dans le théâtre, à savoir le traitement du faux qui produit du vrai. Dans la vie courante, on est plutôt dans le cadre du vrai, et en fait, on génère du faux. Je la refais. Je prends monsieur devant et madame à côté. Je considère que monsieur est lui-même et madame est actrice. Et je lui demande d'interpréter le rôle de monsieur. Si madame est actrice, on va finir par avoir le paradoxe suivant. Elle jouera mieux le rôle de monsieur que monsieur. Monsieur, sans être acteur, sera mauvais dans son rôle, alors que c'est lui-même. Et madame, en étant actrice, sera évidemment bonne, mais évidemment fausse, puisque c'est pas elle, lui. Donc le théâtre part du principe qu'on sait que c'est faux. On sait que madame n'est pas monsieur. De l'autre côté, au niveau social, on sait que monsieur est monsieur. À la fin, on le trouve mauvais. On veut dire qu'il aurait mieux fait d'être joué par quelqu'un d'autre. Oui, bon, vous ne prenez pas ça personnellement, bien sûr. Surtout madame, bien sûr, je dis des choses bien par rapport au théâtre. Donc, vous allez me dire, comment c'est possible ce paradoxe? C'est très facile. L'avantage du mensonge, c'est qu'il est multiple. Et la vérité, pas de faux, il n'y en a qu'une. Donc c'est plus facile de travailler dans le faux que de travailler dans le vrai. Parce que dans le vrai, il faut vraiment avoir l'art d'accoucher, donc passer à la méiotique. Mais dans le faux, donc le traitement du faux dans le théâtre, donc on sait que c'est faux, parce que le monde est créé par le scénariste. Ensuite, il est mis en scène. C'est doublement faux. Ensuite, il est interprété, parfois même exécuté. Et ensuite, il est, oui, Philippe, exécuté. Et ensuite, il est analysé par le public à sa manière. Donc une manière pas forcément exégétique, ni herméneutique, simplement une interprétation vivante. Donc, on sent bien que tout ça, de toute manière, est forcément faux. Alors, c'est assez intéressant quand on va regarder la pensée de Camus, parce qu'il fait partie des auteurs qui pensent par le haut. Il y en a qui pensent par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, vous écrivez le texte, et d'un seul coup, comme le texte est intelligent, ça vous rend intelligent. Voilà. Ça arrive. Hier. Prenez par exemple Apollinaire. Mallarmé. Parago. Verlaine. Je reviens. Donc, par le haut. Alors, par le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens d'abord qui pensent, en termes de philosophie, et ensuite qui essayent de faire comprendre leur philosophie à travers, par exemple, le théâtre, à travers la poésie, à travers un autre art, qui peut être aussi de la musique. Donc, c'est une analogie, si vous voulez, c'est aussi Sartre. Hein. Donc, on a d'abord une forme de pensée conceptuelle. On le voit bien aussi avec le mythe de Sisyphe. Et puis ensuite, on a une activité qui est quand même cérébrale, qui petit à petit est transformée en une activité dramatique à travers le théâtre et qui va nous permettre de comprendre un peu mieux. D'accord? Donc, par exemple, pour Rimbaud, tout le monde comprend bien que le jeu est un autre. Pour Sartre, tout le monde comprend bien que l'enfer, c'est les autres. Enfin, à part ça. Vous voyez? Donc en fait, il y a une sorte de compression d'information
informations, et on se dit voilà. Donc c'est un peu comme on fait par exemple abusivement avec Einstein. Donc quand on a compris Einstein, on dit tout est relatif. Sans réaliser évidemment que cette phrase n'est pas relative. Et donc évidemment, Einstein ne l'a pas dite. Donc dans ce cadre-là, il faut bien imaginer que le modèle mental est d'abord philosophique, et ensuite il est interprété de façon théâtrale. Donc essayons de voir comment ça se fait. Par exemple, prenez la pièce de théâtre, la première pièce de théâtre, qui n'est pas vraiment une pièce de théâtre, mais enfin bon. État de siège. Alors état de siège, c'est presque un spectacle avant tout, dédié à Jean Barreau. Et l'idée, c'est de créer quelque chose à partir du roman de la peste. Donc c'est pas vraiment les mêmes personnages, c'est pas vraiment le même genre, mais vous voyez, il y a d'abord un roman, ensuite il y a la pièce. Bon. Ensuite, si vous regardez Les Justes, bien c'est un phénomène vrai qui a lieu en Russie, 1905, qui est réinterprété à la façon camusienne dans le cadre du mythe de Sisyphe, qui est la pensée philosophique. Donc on a une pensée philosophique qui ancre dans la réalité historique, qui plante un nouveau décor et qui donne une autre vision de cette réalité. Puisque le mythe de Sisyphe est postérieur aux événements de 1905 qui se passent en Russie, qui sont des événements réels. Ivan Kalaïev, c'est un véritable terroriste, poète, anarchiste, etc. Il y a bien un attentat contre le Grand-Duc. Vous pouvez même voir sur Internet, je ne sais pas dans l'accès Internet, vous pouvez voir la voiture du Grand-Duc après l'explosion. Vous pourrez trouver des poèmes d'Ivan Kalaïev. Et c'est très beau, justement, comme c'est dit par Albert Camus, il dit à travers Les Justes, « Je me suis efforcé de rendre vraisemblable ce qui était vrai. » Parce que, en fait, Les Justes, c'est tellement extrême comme cadre qu'on se dit c'est du cinéma. Et en réalité, c'est du théâtre, mais ça se base sur la réalité. Donc Camus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement travaillé les personnages de Dora, de Yannick, de Boria, Nemkov, de Stepan, qui ont tous existé. Or, en fait, quand on les voit, on se dit c'est vraiment des personnages camusiens. Il va faire exactement la même chose avec Caligula. Oui, il va prendre donc un fait historique, il va l'analyser à travers son approche de l'absurde et l'accès à la liberté, réinterpréter Caligula, donner un autre sens à la vie de Caligula, et dans cette nouvelle interprétation, nous faire découvrir que si Caligula agissait de cette manière, c'était pour une autre raison que la raison, et ce n'était pas pour une raison insensée. Donc, c'est vraiment une vision assez complexe, dans le sens où, on le voit bien dans le mythe de Sisyphe, on va récupérer des autres éléments qui sont très importants chez Camus. Par exemple, il va y avoir dans le mythe de Sisyphe un passage sur Don Juan. Donc, vous savez que Camus aimait les femmes, donc certaines féministes d'ailleurs le lui reprochent. Ce n'est pas grave, ni la première, ni la seconde, comme approche. Ce qui importe, c'est qu'il va avoir une étude sur le donjuanisme, et ça va être intéressant d'analyser ça parce qu'il le voit vraiment de façon différente, donc une vision très méditerranéenne, évidemment solaire, et dans ce cadre-là, il va aussi analyser Kirillov, dans le même texte. Or, Kirillov est un personnage, le personnage de l'ingénieur, dans Les Possédés, de Dostoïevski. Vous allez me dire comment rejoindre les deux bouts, une pensée solaire, avec Dostoïevski, à travers l'absurde. Pourtant, c'est faisable et c'est fait dans le mythe de Sisyphe. Alors pourquoi? Parce que, en réalité, Camus, on a l'impression qu'on a lu que l'étranger, parce qu'évidemment, on a l'impression que c'est un auteur très littéraire. Vous voyez, facile,
fluide. En réalité, il a une écriture qui est fluide, mais il n'est pas facile, parce qu'en réalité, on le confond avec le simpliste et le simple. Je donne un autre exemple plus lyonnais. Prenez Saint-Exupéry. Vous lisez Le Petit Prince. Vous trouvez que c'est pas mal pour les enfants. Quand vous lisez à un enfant, il ne comprend rien. Quand vous lisez à un grand et vous l'expliquez, il ne comprend rien non plus. À la fin, vous vous dites, c'est écrit pour qui? Pour son ami. Il lui a dédié. Bon, alors, vous regardez le texte du Petit Prince, vous trouvez quand même que c'est très simple. D'ailleurs, justement, c'est tellement simple que les gens ne lisent rien d'autre de Saint-Exupéry. Parce qu'après, ils trouvent que c'est quand même un peu pénible, les autres. Quand c'est Terre des Hommes, ils trouvent que quand même, on ne sait pas comme ils voyaient. Alors, on a l'impression, si vous voulez, que si un philosophe dessinait une BD, il serait accessible, parce qu'il a fait une BD, et ensuite on dirait, mais est-ce que tu as lu autre chose que la BD? Non, non. Juste la BD. Bon. Et après, on va dire, il a une pensée très imagée. C'est un peu comme l'étranger. Donc, l'étranger va un peu masquer les problématiques réelles et difficiles de Camus, à savoir découvrir la tombe de son père quand Camus est plus grand que son père. C'est quand même un choc mental, ça. Et ça, c'est difficile de réaliser, ça nous arrive quand même rarement. C'est rare d'avoir son père déjà mort rapidement, mais c'est aussi plus rare de découvrir sa tombe au moment où l'enfant est plus âgé que l'âge du père qu'il voit, comme père. Ce phénomène-là est bien décrit dans l'étranger. Alors, il a fait quand même quelque chose, il est quand même discret. Il a changé les sexes, donc il parle de la mère. Mais enfin, si vous changez les sexes, vous comprenez bien de quoi il parle. Ensuite, ce que je voulais vous dire par rapport à la thématique de l'absurde, c'est qu'il a une vision programmatique, quasiment cybernétique. D'accord? Une gouvernance. C'est-à-dire qu'il va construire son œuvre à 3 niveaux. Il le décrit. Ça, c'est pas notre interprétation. Donc, il va, si vous voulez, définir la notion d'absurde, ensuite définir la notion de révolte, et ensuite l'amour, qu'il n'a pas terminé. Dans ce cadre-là, vous pouvez, donc, par vos lectures, associer les romans et aussi les pièces de théâtre, mais aussi les nouvelles, pour comprendre comment ça s'est placé, et l'un se construire au-dessus de l'autre. Donc, quand il dit par exemple qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, alors la difficulté d'imaginer quelqu'un d'heureux. Donc si vous reprenez Saint-Augustin, il disait pour être heureux, il faut demander ce que l'on a. Voilà. Évidemment, pas de peau, la plupart des gens demandent autre chose. Et des fois même le truc du voisin. Parce que c'est toujours mieux de lire le journal sur l'autre que d'acheter le sien. Dans le cadre de Camus, on va se rendre compte que ce bagage de l'absurde va se concrétiser de façon vraiment surprenante par le mythe de Sisyphe. Dès le début, il met à plat toute la philosophie, qui est vraiment quelque chose de révoltant pour un philosophe moyen, en disant que le seul véritable problème de la philosophie, c'est le suicide. Ce qui est fort quand même. Parce que si vous lisez, sauf si vous avez fait des études particulières sur Michel Foucault, ou Durkheim, en sociologie, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de philosophes qui ne parlent jamais de suicide. Bon. Par ailleurs, il y a des religions où le suicide est interdit. Donc vous imaginez à quel point ça peut être, comment dire, en rupture, de dire clairement que le véritable problème, quand même, chez l'homme, c'est le suicide. Pourquoi les gens se suicident? Donc il n'y a pas du tout une approche, bien sûr, sociologique, ni même pathologique. Donc c'est une approche directement philosophique. Et par exemple, on pourrait se poser la question à l'envers, si vous voulez, c'est pourquoi Sisyphe ne se suicide pas? Parce qu'il est quand même condamné
connaissance de ce fait, l'ayant réalisé plusieurs fois, même à travers l'empirisme, il n'aurait pas besoin de faire une abduction, pourrait se rendre compte que ça va aboutir à rien. Et là, le clic camusien, c'est la prise de conscience de l'absurdité du monde permet d'être libre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas libres parce qu'ils subissent des choses et ils essaient de trouver le sens qu'il n'y en a pas. D'accord? Bon, vous marchez dans la rue, vous recevez une tuile sur la tête. Bon, imaginez que vous n'êtes pas mort, bien sûr. Non, c'est un complot. D'accord? Vous auriez dû passer par un autre endroit. Qui c'est qui vous a dit d'y aller? Par cet endroit. Pour quelle raison vous êtes passé par cet endroit? Et qui vous a incité à avoir ce timing? Cet ensemble de causes sont totalement farfelues parce que c'est simplement dû à un phénomène qui n'a rien à voir. C'est que la tuile serait tombée de toute manière. Voilà. Et donc, on essaie, puisqu'on n'arrive pas à interpréter, on essaie de surinterpréter. Camus, justement, avec son interprétation, il parvient à nous dire quoi? Il parvient à nous dire que si vous avez conscience que l'existence est absurde, c'est un moyen de vous libérer des contraintes. Et il va le mettre en évidence de façon extrême avec Caligula. Alors, c'est assez drôle, justement, parce que Caligula est tragique, c'est pour ça que c'est assez drôle, pas drôle. C'est que tout le monde a l'air d'être sérieux autour de Caligula. Or, tout le monde est ridicule, sauf Caligula, qui a l'air d'être ridicule, alors c'est le seul qui est sérieux. Et Caligula a une pensée tout à fait normative. À partir du moment où il fait un raisonnement par l'absurde, et il exploite l'absurde. Oui, c'est quelque chose qu'on voit bien dans le syllogisme, mais on le met rarement en évidence. Si vous prenez une hypothèse et elle est fausse, toute implication sera vraie. Ça nous surprend. L'implication, en fait, c'est un modèle qui transmet du vrai à du vrai. Mais si au départ c'est du faux, elle peut transmettre n'importe quoi. Du vrai, du faux, n'importe quoi. Donc P implique Q. Si P au départ est faux, ça implique n'importe quoi. Ce qui fait que l'implication est toujours vraie. Dans ce cadre-là, donc, on a Caligula qui effectue ce raisonnement par l'absurde et qui met en évidence des schémas mentaux totalement cohérents et qui sont totalement surprenants pour les autres, qui ne comprennent pas, personne ne comprend, qu'il a émis cette hypothèse, à savoir que le point initial est absurde. Je vous ai lâché. Je vais vous reprendre. Imaginez que vous ayez une hauteur de 3 mètres chacun d'entre vous. D'accord? Au moment où je vais dire ça, maintenant, tout le reste que je vais dire, je peux dire vrai, faux, n'importe quoi, tout sera vrai. Comme implication. C'est un problème de la logique de premier ordre. Donc, si je dis que si vous faites la taille que vous faites, alors vous ressemblez à un éléphant, il y a un problème. Si je dis que, puisque vous faites 3 mètres, alors vous ressemblez à un éléphant, vous allez me dire c'est faux. C'est faux parce que c'est vrai. Parce que mon hypothèse est fausse. Et donc Camus va jouer là-dessus en disant que, qui nous a dit que le monde était censé? Alors vous allez dire c'est simple, Dieu. Sauf que Dieu ne parle pas aux gens. Donc en fait, vous pensez qu'il le pense. Donc Camus il dit d'où vous avez cette information. Ensuite, il va se dire, deuxièmement, est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse que le monde est absurde? Bon. S'il est, quelles sont les conséquences? Il analyse le schéma. Voilà. Donc par exemple, revenons à Don Juan. Don Juan aime la femme. Comme il aime la femme, et que c'est un article déictique sur un objet générique, ça engendre qu'il aime toutes les femmes. Parce que s'il aimait une femme, on saurait laquelle c'est elle. Bon. Et comme il dit la femme. Donc en fait, il aime toutes les femmes. Vous allez me dire, si vous êtes du point de vue des femmes, il en aime aucune. Parce qu'on voudrait quand même qu'il aime moins.
et pas l'autre. Mais lui, il les aime toutes. C'est pas bien, ça. Comme c'est pas bien, c'est un mec pas bien. Donc, grand méchant homme. Et là, nouveau paradoxe, mais on voudrait bien passer la nuit avec lui quand même. Parce que le pas bien pendant une nuit, ça c'est supportable. Bon, pas bien tout le temps, c'est pas bien. Mais pas bien une nuit. C'est juste une nuit. Bon. C'est comme quand vous passez le feu. Si vous passez le feu rouge, lentement, il est presque vert. Dans votre tête, je veux dire. Mais si la police vous arrête, vous dites, mais j'étais en train de... Voilà. Quand vous êtes en train de, vous ne le faites pas. Là, c'est pareil avec Don Juan. Avec Don Juan, justement, on peut avoir plusieurs visions de Don Juan, mais il faut bien se rendre compte de ce point de vue qui va surprendre, peut-être agacer les femmes, donc ne vous inquiétez pas, je dirai d'autres choses agaçantes pour les hommes après. Quand on regarde le texte de Molière, les seules choses qui ont été censurées à partir de la première représentation du premier texte, et ensuite censurées de plus en plus, ne concernent pas la femme. Donc normalement, c'est les féministes parmi vous, vous êtes bien, c'est évident que de toute façon, ils étaient tous fallot, donc évidemment, ils n'avaient pas censuré les problèmes sur les femmes. Bon. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans quel sens Don Juan est horrible? C'est parce qu'il est impie. Il n'est même pas athée. Ça ne suffirait pas. Il insulte les gens qui croient. Donc il est impie. Oui, bon. Donc il est impie. Il s'en prend à son père. Il s'en prend évidemment aux femmes. Il s'en prend aux médecins. Il n'en laisse pas un. Je veux dire, il n'y a que la femme du boulanger qui... Enfin, le boulanger, parce que la femme, il est passé à la casserole aussi. Mais l'idée, c'est de vous dire que il est contre tout phénomène qu'on pourrait caractériser comme normalement social, c'est-à-dire une société qui appartient à une norme. Tout est en norme. Attention, mais dans l'autre sens, à savoir, à un moment, il sait surprendre par quelque chose. C'est qu'il va aller aider, parce qu'il voit 3 hommes en train de lutter contre un, il va aller aider cet homme, qui est totalement inconnu, et d'un seul coup, il va se rendre compte que c'est le frère d'Elvire, à savoir son pire ennemi qui cherche à tuer. Et après, on va avoir un consensus, à savoir que, comme l'un a sauvé la vie de l'autre alors que l'autre cherche à le tuer, ils vont considérer qu'ils ne vont pas se tuer maintenant, mais quand ils vont se retrouver, ils vont se tuer. Bon. Code de l'honneur, un peu particulier, mais tout à fait cohérent dans ce cadre-là. Dans le cadre de Kirillov, ce qui va intéresser, si vous voulez, Camus à travers le mythe de Sisyphe, c'est de se rendre compte quoi? Kirillov appartient donc aux possédés. Vous vous rappelez que Les Possédés, c'est une œuvre écrite par Dostoïevski, assez autoréférente, relativement autobiographique et biographique, qui correspond à sa première période. Quand on a écrit une pièce de théâtre là-dessus, on les appelait les Démiurges, où il appartenait à un cercle d'intellectuels qui réfléchissaient à différentes choses. Et puis il va y avoir l'événement avec Nechayev. Donc un groupe de terroristes va tuer un des membres de ce groupe pour unir plus fort les gens de ce groupe. Et Dostoïevski va trouver ça absolument horrible. Et dans ce cadre-là, il va essayer de le décrire. Alors, donc, la question est la suivante. Kirillov, dans ce cadre-là, ça va être difficile de décider s'il est athée ou pas. Vous allez voir pourquoi. Vous vous rappelez dans Les Possédés, Kirillov part du principe que Dieu n'existe pas. Alors vous dites, c'est bon, il est athée. Non. Et il dit donc, attention, Dieu n'existe pas, donc je vais me suicider pour le remplacer. Bon, d'abord, on pourrait se poser la question, c'est comment remplacer un truc qui n'existe pas? Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui vous permet de penser qu'en vous suicidant, vous pouvez devenir Dieu? Mais en tout cas, il le fait. Et comme il le fait, il va dire aux autres membres du groupe que ça n'a aucune importance, attention à ce que je vais dire, le fait qu'on interprète ses actions antérieures à son suicide.
puisqu'il considère que le but de sa vie, c'était de se suicider pour devenir un dieu. Parce qu'en fait, vous savez que les autres membres du groupe essaient de dire qu'à un moment, qui a assassiné Tchatov. Donc en gros, il dit, ce n'est pas grave, vous pouvez mettre ça sur mon compte, parce que pour moi, tout ça est absurde. Bon. Ça va être aussi analysé dans le mythe de Sisyphe, dans un cadre tout à fait cohérent. C'est une partie séparée, donc il y aura Kirillov, il y aura Don Juan, et je fais exprès de vous les mentionner pour vous rendre compte que si vous les regardez à un niveau très bas, pas du tout philosophique, on a l'impression qu'on parle de choses totalement différentes. Donc, Sisyphe, c'est-à-dire que si je vous disais, c'était un jeu, quelle est la chose commune entre Sisyphe, Don Juan et Kirillov? Ben, vous auriez quand même du mal, à moins d'avoir lu, à répondre que c'est la pensée camusienne. Parce que c'est le mythe de Sisyphe. Il est construit à partir de ça. Donc, il se construit à partir de ça pour interpréter la chose. Là, vous allez me dire, oui, mais si c'est totalement absurde, comment expliquer les actes de résistance de Camus? Parce que Camus a été journaliste dans le journal Combat. À un moment quand même vraiment difficile pour la France, vous le savez bien. Alors Camus, bon, on l'a critiqué parce que c'est toujours pareil, en France. Donc après 1945, tous les Français sont devenus résistants. Parce qu'évidemment, il l'était avant. Donc c'est vachement plus facile de critiquer Camus en disant que ce n'était pas un héros. Voilà. Mais Camus, en fait, n'aura jamais revendiqué qu'il était héros. Il a dit, moi j'ai fait ce que j'ai pu en tant que journaliste au combat, et je n'ai pas pris les armes, j'écrivais des articles dans ce sens-là. Alors ces articles-là, vous pouvez les retrouver, surtout si vous avez l'édition Pléiade. Donc il y avait des choix. Donc dans la Pléiade, donc il a fait une discussion aussi avec Raymond Queneau, et peu importe, il y a quand même suffisamment d'articles pour vous inciter à comprendre d'abord la pensée camusienne à cette époque, qui était une époque difficile, et aussi, ce que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas fait, c'est de lire des lettres à un ami allemand. Alors, lettres à un ami allemand, c'est vraiment très camusien dans quel sens? Ça a été mal interprété des deux côtés dès le début. D'accord? Donc, il lit les lettres, on se dit pourquoi l'appeler ami? Ensuite, quand vous lisez les lettres, c'est des lettres très dures. Très dures. Parce que il met bien en place quelque chose qui va réapparaître au moment de l'Algérie, à savoir que lui, personnellement, n'a rien contre les Allemands. Ce qui le gêne, c'est les actes de barbarie des nazis. D'accord? Parce que vous savez bien, dans ce type de conflit, les gens se mélangent généralement. Donc, alors que le problème, c'est le problème nazi, ça va devenir finalement que c'est quasiment tous les Allemands, donc, comme c'est quasiment tous les Allemands, donc c'est les Allemands. Du côté des Allemands, c'est donc tous les Français, et donc on revient à quelque chose qui est totalement raciste des deux côtés. Or, si vous voulez, Camus prend le contre-pied de ça, et on va très bien le voir par la suite aussi entre la relation entre la France et l'Algérie, les Arabes et les Français, c'est qu'on ne sait plus bien où le situer. C'est-à-dire que c'est un Français normal qui considère qu'un Allemand est bon que s'il est mort, à cette période-là? Non. C'est quelqu'un qui a collaboré avec les Allemands? Non. C'est quelqu'un qui était neutre? Non. C'est quelqu'un qui était au maquis? Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous voyez? Si vous essayez d'analyser ça concrètement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il encourageait énormément les Français à lutter contre le nazisme. Il écrivait quasiment quotidiennement. Il va écrire ses lettres pour mettre au point quelque chose qu'on pourrait dire une forme effective de pensée humaniste. À savoir, vous savez, c'est très facile d'être humaniste dans sa bibliothèque. C'est très facile, ça.
c'est difficile d'être intellectuel et de prendre part aux actions sociales de son temps. Vous voyez ? C'est très facile pour un intellectuel de dire, bon, tout ça, c'est entre eux, moi je reste dans ma recherche. Voilà. Bon. Camus n'appartient pas à ça. C'est bien ce qu'on appelle un intellectuel engagé. Mais bon, il faut faire attention. Intellectuel engagé ne veut pas dire militaire. Ne veut pas dire non plus collaborateur. C'est un intellectuel engagé, c'est-à-dire quelqu'un qui prend part à ce combat, qui va écrire des choses. Donc maintenant, si vous voulez l'équivalent de ce genre de choses, ce serait quelqu'un qui écrit des articles, qui les diffuse sur Internet, qui a des blogs, qui n'est pas simplement la personne passive et qui regarde des actualités, qui se dit qu'est-ce qui se passe. Bon. Là, si vous voulez, dans la pensée camusienne, c'est impensable que l'être humain, en tant qu'être humain, ne se révolte pas face à la barbarie. Et ça, c'est quand même magnifique, parce que si vous pensez qu'il pense que le monde est absurde, vous pourriez me dire quel est le sens de la révolte. Mais l'esprit camusien, ce n'est pas de se révolter contre sa condition, c'est de se révolter contre une condition imposée. Parce qu'elle est elle-même absurde, elle est insensée, et surtout, elle est arbitraire. Donc Camus fait partie des gens, justement, qui vont résister le plus possible contre le phénomène nazi, alors que vous vous rappelez qu'à cette époque, il y avait quand même le régime de Vichy, et on avait une espèce d'espace de collaboration tellement délétère qu'on trouvait ça quasiment normal. À savoir qu'on a quand même eu en France des rafles de juifs avant les ordres nazis pour bien se faire voir au moment où viendraient les ordres. Alors que dans la pensée camusienne, ça c'est complètement impossible. C'est-à-dire qu'il préférerait crever lui-même que de dénoncer quelqu'un à l'avance en pensant que la personne qui va nous soumettre trouverait ça quand même positif. Vous voyez bien que ça, si on allait toujours au premier niveau, on a du mal à voir le personnage de l'étranger dans sa façon de faire. Vous voyez ? Où rien n'est contrôlé. On a du mal, par contre, à ne pas voir une association d'idées avec Ivan Keliaïev, qui est le personnage qui va jeter la bombe contre le grand-duc, les Juifs, mais qui ne va pas la jeter du premier coup. Pourquoi ? Parce que dans la voiture, il y a des enfants. Donc évidemment, il va être accusé par Stéphane en disant « Qu'est-ce que ça peut être un révolutionnaire qui s'arrête devant la mort de 2 enfants alors qu'on veut changer le monde ?» Alors que Ivan Keliaïev, à travers évidemment les écrits de Camus, va répondre qu'une révolution qui est incapable de s'arrêter devant la mort d'enfants n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution humaine. C'est une révolution qui peut être barbare. C'est assez intéressant parce que, à travers le texte qui est écrit en 1949, qui va être joué en 1949, Camus accuse déjà les travers du régime communiste. Parce qu'attention, 1905, c'est la première révolution anarchiste, ça n'a rien à voir avec la révolution d'octobre de 1917. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le régime stalinien, les purges, etc. Donc, il va dire justement que si Keliaïev a un sens, et ce n'est pas un meurtrier, c'est parce qu'on le force à commettre un meurtre et qu'il va mourir de ce meurtre. Il est condamné à mort et meurt. Il est exécuté, pendu. Dans le cadre donc, de Camus, on va finir par dépasser ces événements. Alors c'est assez intéressant justement de se rendre compte que ces œuvres-là sont d'après-guerre, alors que Camus a commencé, comme je vous l'ai dit précédemment, très tôt le théâtre, et quand même, pour ne pas faire dans la demi-mesure, dans ces acteurs, on avait quand même des gens comme Gérard Philippe, on avait des gens comme Maria Cazares.
c'était pas n'importe qui. Donc vous pouvez voir d'ailleurs des photos quand vous voyez Albert Camus en train de regarder Gérard Philippe en train de répéter Caligula. Bon, ça vous fait quand même 3 noms sur une photo. Caligula, Gérard Philippe, Albert Camus. Bon. Là, si vous voulez, le concours de circonstances de l'ensemble de ces 3 personnages individus réels ou imaginaires, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Donc, ce caractère exceptionnel, on va pouvoir le trouver aussi à travers d'autres textes. Mais ce qui est assez intéressant, ce sont toujours les détails chez Camus. On pense toujours aux détails, mais ils sont interprétés de façon pas absurde, cohérente, presque gênante. Je donne un autre exemple maintenant, le malentendu. Le malentendu est une pièce horrible. Pas dans le sens littéraire, je veux dire. Hein? C'est qu'on voit bien dès le début que ça va mal se passer, on voit bien tout le long que ça va mal se passer, et on voit à la fin que ça s'est mal passé. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune surprise. Donc on pourrait dire c'est l'aspect tragique des choses, où le personnage tragique, héroïque, par exemple dans Oedipe, joue sa vie de façon cohérente, mais le sort s'abat sur lui de façon inexorable, et donc, quelle que soit la façon de faire, ça finit par, si vous voulez, s'auto-appliquer à lui, quoi, la prophétie, qu'il essaie d'éviter. Donc, on va rejeter Oedipe, l'enfant au pied enflé, de l'Éden, pour qu'il ne tue pas son père, et finalement ils vont finir par se retrouver, il va non seulement retrouver son père, mais il va avoir un enfant avec sa mère. Enfin, la pire des choses qui puissent arriver, ça arrive. Parce qu'en fait, c'est totalement cohérent. C'est celui qui a fait ça recevra ça. Celui qui a réussi à vaincre le Sphinx recevra ça, etc. Et donc, en fait, vous avez une série d'implications qui se plaquent. D'un seul coup, vous avez un joueur arbitraire, le héros, et vous le placez. Et donc, par une suite de coups qui sont forcés, il est obligé de faire ça. Là, c'est pareil avec le malentendu. Le malentendu, je pense que tout le monde l'a lu, mais je dis ça, 2 choses. Donc, vous avez la mère et la fille qui n'ont pas vu depuis des années leur fils et leur frère. Bon. Et de l'autre côté, vous avez donc le frère, le fils, et le fils, avec sa femme. Et il décide de revenir voir sa mère. Donc là, vous avez toute une série de phrases insupportables. Par exemple, une mère reconnaît toujours son fils. Et on sait que ce n'est pas le cas là. Mais c'est écrit dans le texte. Parce que qu'est-ce qui va se passer? En fait, ces 2 femmes, pour pouvoir partir de cet endroit qu'elles trouvent horrible, tuent les voyageurs qui vont dans leur hôtel. Bon, par exemple, vous allez dire, c'est un fait. De l'autre côté, vous avez un autre fait. Vous avez le fils qui essaie de rentrer chez lui, mais il veut faire une surprise. Donc, il veut rentrer incognito. Donc, là, dès que vous lisez ça, vous dites, oh là là, si on met les 2 choses en même temps, ça va être catastrophique. Et évidemment, qu'est-ce que fait Camus? Exactement ça. Alors, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que ça s'enchevêtre petit à petit. On sent qu'il n'y a pas d'autre. Alors, la femme dit à son mari, tu devrais quand même leur dire que c'est toi. Je devrais peut-être venir avec toi. Et lui, il va dire, non, mais c'est pour faire une surprise, donc il vaudrait mieux que tu ne viennes pas, parce qu'ils ne te connaissent pas. Et comme ça, ils ne reconnaîtront pas que je suis moi. Donc là, vous me dites, c'est bon, c'est bouclé, ça va continuer comme ça. Et à un moment, donc, il va à l'hôtel, il raconte qu'il est d'un autre pays, l'autre. C'est assez intéressant de voir justement l'aspect camusien là-dedans. Hein? Parce que quand vous dites que vous êtes d'Algérie, d'Alsace, c'est difficile pour l'autre. Si vous dites que vous êtes d'Alsace, d'Algérie, c'est difficile aussi.
Est-ce que c'est faux? Non. Mais c'est difficile. Bon, alors c'est tellement difficile que on va voir la sœur qui va rentrer dans la chambre de son frère, sans savoir évidemment que c'est son frère, qui va essayer de dénigrer l'autel pour le faire partir. Parce que elle est quand même, on sent qu'elle est prise d'un remords, on ne voudrait pas tuer cette personne qui avait l'air quand même sympathique, sans savoir que c'est son frère. Ce qui est surprenant justement dans Camus, et c'est là horrible, c'est qu'au moment de la discussion, le frère finit par dire à la sœur, c'est peut-être la première fois que vous me parlez de façon humaine. Erreur! Comme on dit, l'erreur est humaine. Oui? Mais là, c'est le contraire. C'est comme il a dit ça, d'un seul coup, l'autre s'énerve. Parce qu'elle se rend compte que leur objectif, c'est de partir. Il faut tout sacrifier. Vous voyez, c'est le principe de la révolution. Il le remet en place. Donc il y a une révolution à faire. Dans ce cadre de cette révolution, il faut faire des purges. Il faut tuer tout le monde. Quand on a tué tout le monde, c'est réglé, on part. Et là, d'un seul coup, arrive le contre-exemple. La personne qui est quand même relativement sympathique. On essaie de dire, non mais, ne restez pas dans cet hôtel. Il n'y a pas de lampe. Ces détails, c'est formidable dans la pensée camusienne, parce que c'est des détails auxquels on ne fait pas attention. Et ensuite, quand on y fait attention, c'est des indices. Elle lui dit, vous savez, c'est gênant quand les gens lisent dans le lit, parce qu'ils sont obligés de se lever, parce qu'il n'y a pas de lampe au-dessus. Il n'y a pas de lumière. On est dans l'obscurité. Et ce rapport obscurité, ombre, lumière, très important. Il y a une relation de jalousie entre Stéphane et Yannick. Et au moment où il va être condamné, Stéphane, on va lui dire, qu'est-ce qu'il a fait Yannick juste avant d'être pendu? Il a dit, il a secoué sa chaussure parce qu'il avait un peu de boue sur sa chaussure. Et on vous allez dire, c'est sans intérêt, mais attention, tout de suite l'autre personnage lui dit, tu as même remarqué ça? Que tu regardais la moindre des choses qu'il faisait. Oui, parce que c'est difficile de juger les gens. C'est difficile de juger les gens, mais ne vous inquiétez pas, on le fait tout le temps. Mais c'est plus difficile de les juger juste avant leur mort. Je prends l'exemple de Danton. Danton, il sait qu'il va être décapité, et il va dire à l'autre qui va le décapiter, montre ma tête au peuple. C'est fort, quoi. C'est-à-dire que les autres pourraient dire, ils seront en train de supplier, ne me tuez pas, ne me décapitez pas, etc. Et lui, en fait, non, il ne dit pas ça. Et là, c'est pareil. Le problème, c'est cet effet de bord. Qu'est-ce que fait l'être humain juste avant la mort? Et finalement, à quel point il reste humain, à quel point, sans être miséreux, tout en étant misérable, il devient grandiose face à cet obstacle inéluctable, la mort. Donc, dans ce cadre, on pourrait se dire justement, je vous signale d'ailleurs que Camus, quand il va mourir, le 4 janvier 1960, dans un accident de voiture, en fait, il va avoir avec lui des morceaux de son livre Le Premier Homme. Mais ce qui est surprenant, vous voyez, c'est l'attache de Camus à la relation humaine jusqu'à la mort. Parce qu'il va dire, par exemple, pour Dora et pour Yannick, finalement, c'est peut-être la corde, la seule façon de lier ces deux êtres humains. Parce que la société leur a interdit toute autre manière de faire. C'est très fort, c'est très puissant, et c'est dit à qui? À la grande duchesse, dans un dialogue quand même vraiment très dur, où la grande duchesse, qui est la femme du grand-duc, qui a été tuée, donc éclaboussée de partout dans son costume blanc, comme une vierge maculée.
vont avoir ce discours dans la prison, après cet échange avec l'ignominieux Skouratov, le chef de la police. Et donc, c'est la victime, la femme de la victime, qui va dire avec qui d'autre que le meurtrier je pourrais avoir ce discours, cet échange. Donc finalement, lui, il le refuse. Mais c'est pour vous dire aussi, et ça ressemble à la légende qui est mentionnée dans ce texte, de Saint Dimitri. En fait, Saint Dimitri avait un rendez-vous avec Dieu, et sur le chemin, il y avait beaucoup de boue. Il a été obligé d'aider un paysan à enlever de la boue sa charrette, et donc il arrive au rendez-vous et Dieu est parti. Cette thématique est très importante dans la pensée clémicienne, à savoir, est-ce qu'on peut être à temps dans ces rendez-vous? Et c'est la façon d'être à l'heure. Et comment être à l'heure? Vous voyez, le bonheur, c'est la bonne heure. Le malheur, c'est la mauvaise heure. Ça ne veut pas forcément dire que c'est beau. On peut être beau et malheureux. Parce qu'on est beau, mais pas à temps. Pas au bon moment, pas le bon timing. Et là, c'est un peu pareil avec Camus. Dans ce cadre-là, à travers ces textes, donc il y a une histoire aussi d'amour avec Caligula, qu'on le voit bien, avec le problème aussi de la sœur. On voit bien le problème aussi avec Hélicon, qui est mentionné dans le texte, et ces rapports de force entre des gens du pouvoir, où le pouvoir est basé sur un savoir de l'absurde, parce que souvent le pouvoir n'a pas de savoir, et souvent le savoir n'a aucun pouvoir. Et là, d'un seul coup, on a Caligula qui sait que c'est absurde. Alors, si vous voulez, peut-être pour un peu plus vous aider, on pourrait parler justement de ces 4 catégories, à savoir, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas. Il y a des gens qui savent, qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas, qui savent. Et il y a des gens qui savent, qui savent. Oui, ça vous donne 4 catégories. Donc la problématique, c'est de vous dire dans quelle catégorie était Caligula? Don Juan, Kirillov, Chatov, Nicolas Stavroguine. Parce que vous rappelez, pour ceux qui pensent justement que la pensée clémusienne est simple, je ne parle même pas des gens qui pensent qu'elle est simplette, puisqu'évidemment, on a quand même des personnes qui ont dit que Camus ne pouvait pas être philosophe parce qu'il n'avait pas d'agrégation. Il faut quand même vraiment être très con. Il faut vraiment quand même en avoir une couche. Parce que si tous les gens qui avaient l'agrégation philosophie étaient philosophes, on le saurait aussi. Bon. Alors, dans ce cadre-là, si vous voulez, la difficulté par rapport à la philosophie, c'est de dire, j'ai oublié de dire, au risque de vous décevoir, Socrate non plus n'avait pas la navigation. Donc c'est pour vous dire, en fait, messieurs, que c'est chez ces gens-là. Voilà, donc en fait, le problème de Camus, finalement, c'était qu'il était français. Parce que s'il avait été, par exemple, grec ou Socrate, personne ne se serait posé le problème de l'agrégation. Donc il aurait été philosophe. Hein? Parce qu'au cas où vous ne savez pas, évidemment, c'est la même chose pour Aristote et Platon. Mais bon, eux, ils ont fondé le lycée et l'académie, donc ils peuvent encore s'en sortir. Avec l'école péripatéticienne, il faut juste faire un tour. Donc, l'idée, c'est que pour prouver que quelqu'un est technicien, c'est facile. Pour prouver que quelqu'un a de l'art, c'est difficile. Alors, je vais vous prouver que Camus est un technicien, c'est très simple. Vous prenez les possédés, c'est à peu près 1200 pages, vous les transformez en pièces de théâtre, alors ce n'est pas du théâtre. Vous mettez à peu près 11 tableaux et 25 personnages, et vous faites une pièce de théâtre. Si vous y arrivez, vous appelez à l'heure.
Parce qu'évidemment, vous allez dire, oui, mais faire une pièce de théâtre, tout le monde peut faire une pièce de théâtre, tu fais des personnages, tu choisis ton rôle, etc. Oui, mais là, c'est imposé. C'est imposé. On sait très bien quels sont les personnages. On connaît tous l'histoire. Et il est arrivé à la transformer pour la rendre pièce de théâtre. C'est une œuvre fantastique. Ça a permis d'ailleurs, et je vous incite à le voir même sur Internet, parce qu'à un moment, Camus donne une interview par rapport à ça. Ah oui, alors il faut savoir aussi que les interviews de Camus sont toutes truquées, à savoir que Camus connaît par cœur les questions et les réponses. Et donc en fait, au moment où il répond, il a un discours, vous allez voir, c'est impressionnant. Si vous ne le savez pas, vous dites que c'est pas possible. Le mec, on va dire autre chose, il écrit en pensant. Or, en fait, Camus était tellement timide et tellement il était anxieux que s'il ne connaissait pas la question, il refusait l'interview, s'il n'avait pas préparé la réponse, il ne répondait pas. Bon. Donc vous allez voir qu'il explique justement que, et ça c'est pas pour dénigrer Dostoïevski, c'est pour vous rendre compte que quand vous écrivez une pièce, enfin une œuvre de 2200 pages, bah, des fois vous faites des erreurs, et quand vous faites la mise en scène, Camus s'est rendu compte à un moment que, évidemment, Dostoïevski dit par exemple que le personnage s'assoit alors que le personnage est déjà assis, mais il est assis il y a 40 pages. Donc évidemment, bon, à un moment il écrit, vous voyez, à moins d'avoir une maquette à côté pour pouvoir disposer les machins. Bon. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si une personne est capable de lire Dostoïevski, donc les 4 œuvres majeures, vous vous rappelez, donc c'est L'Idiot, Crime et Châtiment, Les Possédés et les Frères Karamazov, je passe pas sur les autres, ni Le Joueur, ni Les Nuits Blanches, etc. Et à partir d'une des 4 œuvres majeures, vous êtes capable de transformer ça en pièce de théâtre et de la monter, bien sûr aussi, en représentation, ça démontre une certaine technicité qui n'est pas accessible, attention à ce que je vais dire, à l'auteur de l'étranger. Vous voyez? Parce que si dans votre pensée, Camus, c'est simplement l'auteur de l'étranger, comme on dit par exemple pour Saint-Exupéry, que c'est simplement l'auteur du Petit Prince, eh bien, on ne se rend pas compte de la complexité de sa pensée. Parce que absorber cet espace mental de Dostoïevskien pour le rendre plus camusien et le mettre en évidence dans une représentation théâtrale, ça nécessite des qualités aussi bien littéraires, aussi bien cognitives, aussi bien de compression, hein, et en même temps ensuite de dramaturgie, parce qu'il faut que ça soit vivant. Or, vous vous rappelez bien que dans Dostoïevski, il y a certains passages qui ne sont pas du tout vivants, évidemment, puisque c'est quand même un roman, et retenez aussi que Dostoïevski était payé à la ligne. Donc il ne faisait pas dans la demi-mesure, il était toujours plus long que ce qu'on pouvait imaginer. Dans ce cadre-là, si vous voulez, un autre détail pour vous rendre compte de quelque chose, petit à petit on va arriver à cet espace, cette bande. On a le texte où on a un instituteur qui reçoit chez lui un arabe. Bon. Évidemment, nous, comme on lit ça après la guerre d'Algérie, ça devient tout de suite... on se dit que comment il va le dire. D'abord, quelque chose de très important, c'est que chez Camus, les Arabes sont appelés Arabes. Vous voyez? Voilà, parce qu'il n'y a pas de connotation particulière, négative, c'est un fait. Donc maintenant, on est arrivé à un stade où les Français, on ne les appelle plus vraiment Français, parce qu'on est toujours du côté du front. Les Arabes, on ne peut pas les appeler Arabes parce qu'ils ne sont pas vraiment Arabes, on se demande ce qu'ils sont d'ailleurs. Et alors ils sont au minimum maghrébins. Mais, attention, alors qu'en fait tout le monde a une relation privilégiée avec l'Algérie, on trouve qu'il vaut mieux dire maghrébin. Bon, comme si dire algérien c'était une insulte. Bon. Ensuite on en arrive à faire un amalgame total, savoir que quand les gens sont berbères, ils ne sont pas arabes, et nous on les met tous dans le même paquet de toute façon. Alors chez Camus c'est clair, il y a des gens qui sont français, c'est écrit français, il y a des gens qui sont arabes, c'est écrit arabe. Donc on voit bien ce qui se passe. Je reviens à mon propos. Il l'invite, c'est une personne qui a faim, il lui donne donc des dattes, du lait, donc vous dites, ben voilà, c'est sympathique, vous replacez dans le contexte sympathique. Ensuite, la personne part,
et puis il y a les gens qui viennent le chercher. Mais il est déjà parti. Et donc, ils considèrent, ils accusent l'instituteur, et l'instituteur est mis à mort. Donc, alors là, vous avez le problème de l'hospitalité, à savoir que le seul défaut de l'instituteur, c'est de l'avoir recueilli chez lui et de lui avoir donné à manger, ce qui était en fait une preuve qu'il est passé par là. Quand il lui demandait tu vas aller où, il ne savait pas, donc il ne lui répondait pas, ce qui fait que l'instituteur ne peut pas répondre non plus, et on se retrouve dans un imbroglio où on se dit bien qu'une fois qu'il va être interrogé, ça va être une catastrophe, et c'est le cas. Donc, la seule condamnation, qui est condamnée bien sûr, c'est de lui avoir donné quoi? Eh bien des dattes et du lait. Et là, vous vous rendez compte que le petit détail dans le texte, vous lisez, vous dites, bon, pourquoi il nous dit des dattes et du lait, il aurait pu dire n'importe quoi. En fait, c'est tout à fait révélateur de à quel point un détail peut devenir un acte de condamnation. Parce que justement, chez Camus, on voit bien cette idée d'être condamné à vivre, les condamnés, dès le départ. C'est-à-dire qu'il a une très forte conscience d'être vers la fin. Alors quoi vers la fin? En fait, c'est d'être vers la fin des pieds noirs. Les pieds noirs sont par définition une espèce en voie de disparition. D'accord? Enfin maintenant c'est un fait. Parce qu'évidemment vous ne pouvez plus en produire d'autres. Donc forcément ils vont finir. Donc s'ils vont finir, c'est qu'ils sont en voie de disparition. Mais Camus était capable de se rendre compte qu'avec ce qui était en train de se passer à partir de 1954, il y avait, comme on dit, une odeur de fin de règne. Vous voyez? Mais même dans les règnes, on dit le roi est mort, vive le roi. En fait, avec le problème, avec la colonisation et ensuite le phénomène pied noir, on ne peut pas dire ça. C'est le roi est mort, bon. Il n'y a pas le deuxième morceau. Et donc, chez Camus, il y a une volonté très rapidement de se dire, si on n'arrive pas à trouver autre chose, on ne va pas s'en sortir. Alors là, c'est vraiment la totale pour Camus, puisque contre lui, il va avoir et les Arabes, et les Français, et les gens de gauche, et les gens de droite, et l'OAS, et les gens communistes. Alors, il faut quand même le faire pour avoir autant d'ennemis à la fois dans tous les domaines, parce que normalement, en fait, quand on est ennemi contre vous, on vous dit, vous êtes de l'autre côté. Mais lui, c'était sans bord. Alors, quelle est la difficulté? Vous vous rappelez bien le contexte, hein, vous vous rappelez bien j'allais dire des événements. Vous voyez, même les noms sont difficiles en France. On en a encore une époque où on dit des événements d'Alger. Bon. Alors on pourrait se dire, c'est quoi? C'est des événements festifs, c'est des événements quoi? De quoi? Pourquoi des événements seraient caractéristiques? Alors après on dit la guerre sans nom. Après on dit, là c'est plus subtil, la bataille d'Alger. Oui. Alors vous dites, bon, c'est une bataille, mais est-ce que ça appartenait à une guerre? Non. C'est juste une bataille. Voilà. C'est difficile dans les écoles militaires d'enseigner ce contexte-là, où on vous explique que ça existait sans vraiment exister, mais que ça a quand même eu des conséquences alors que ça n'avait pas lieu d'en avoir. Bon. Et donc là, on pourrait dire, c'est une critique à faire, c'est que la conception stratégique camusienne est relativement faible, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réaliser que ça va mal tourner. C'est-à-dire qu'il va essayer jusqu'au bout que ça aille mieux. Bon. Et peut-être qu'il pensait dans sa tête qu'on allait s'en sortir un peu avec, comme la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'avec la Seconde Guerre mondiale, on se disait ça va être une catastrophe. D'abord, personne s'y attendait. C'est pour ça que je vous rappelais que la Première Guerre mondiale, on ne l'appelait pas la première, on l'appelait la Grande Guerre. Après, on a fini par l'appeler la Der des Der. Alors que bon, c'était justement pas la Der des Der, c'est devenu même la première. Ensuite, on a appelé la seconde. La seconde, on s'est bien gardé de dire que c'était la Der des Der. On s'est dit, avec le succès qu'on avait eu précédemment. Et donc, on avait quand même réussi à dépasser ce cadre-là. Vous vous rappelez quand même que le traité de Rome, c'est 1957. Donc, Camus l'a vécu, ça. Hein, et alors qu'en fait, à partir de 1954, on commence à avoir un problème. Et donc, là, c'est assez intéressant aussi, c'est de la mauvaise foi des gouvernements. Alors, si vous vous rendez compte de
quelle est la tenue du discours actuel de la France et de l'Algérie, et vous comparez au discours camusien, vous allez me dire, ils se foutaient de lui quand même. Parce qu'ils disent tous la même chose que ce qu'ils disaient, mais à l'époque, c'était pas bien dit. Et il fallait surtout pas le dire. Bon. Donc maintenant, on parle de l'entente entre les peuples, on parle de collaboration entre la France et l'Algérie, on parle des accords, on parle d'alliance, etc. Alors qu'à l'époque, c'était insupportable de dire ça. Donc, quand vous imaginez un peu ce cadre-là, vous vous dites quand même quelle revanche de la part de Camus, parce qu'on a l'impression qu'on est totalement dans un espace camusien par rapport à ça. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est un espace camusien ou kafkaïen? Bon. En tout cas, pour vous aider par rapport à Kafka, je voudrais quand même que vous vous rappeliez, au moins lisez-le, sinon vous allez sur mon site pour voir des analyses de ça. Regardez les accords d'Évian. Juste relisez-les. En particulier à partir du paragraphe 2. Comme ça, juste pour vous rendre compte de quoi? Pour vous rendre compte que, à très haut niveau, des deux côtés, alors que les uns considéraient que les autres étaient insupportables, les accords d'Évian prévoient la continuation totalement naturelle des exploitations d'hydrocarbures en Algérie par la France. Alors, on pourrait se dire, qui a signé quoi? Parce que d'un côté, on a affaire à des terroristes, de l'autre côté, on a affaire à des colonialistes. Les uns et les autres considèrent qu'ils sont tous les uns plus horribles que les autres, et ils ont tous signé. Alors, on a un problème, c'est que si on était dans une autre guerre, on appellerait ça de la collaboration. Là, comme on n'est pas dans une guerre, on appelle ça une alliance. Bon. Alors, quand vous allez les relire, ces accords, alors heureusement pour Camus, il n'a pas eu le temps de les voir, parce que vraiment là, il aurait compris que le monde n'était pas seulement absurde, mais insensé. Eh bien, vous allez vous rendre compte que toutes les accusations qu'a subies Camus étaient vraiment injustes à tous les niveaux, et on le voit bien aussi au moment du discours de Suède, qu'il faut toujours relire avec plaisir, que c'est vraiment pas un discours, parce que comment c'est pas vraiment un discours, vous allez me dire, c'est ce que je vous ai expliqué avec les interviews. En fait, Camus aurait été incapable d'improviser devant la cour de Suède comme ça. Donc évidemment, vous pensez bien que c'est un texte qui est fabuleux, parce que c'est un texte complètement écrit et simplement lu. Mais dans le discours de Suède, donc là, on va essayer de le coincer, donc il s'est fait coincer, effectivement. Donc les journalistes essaient de l'agacer, de lui dire, etc. Et là, il va avoir la fameuse phrase, entre la justice et ma mère, je préfère ma mère. Bon. Donc premièrement, il n'a pas vraiment dit comme ça, peu importe. En tout cas, il a quasiment dit comme ça. Comme il a quasiment dit comme ça a été exploité à fond. Et en gros, on lui a fait dire, quoi, que dans ce cadre de la guerre d'Algérie, finalement, comme il préférait sa mère, donc il avait le point de vue qui n'était pas vraiment celui de la justice, et en gros, il prenait une position envers les pieds noirs parce qu'il était pieds noirs. Or, si vous analysez vraiment ce qu'il a dit tout ce temps-là, les pieds noirs trouvaient que c'était sans doute des avancées intellectuelles un peu trop posées. Du côté des Français, ils trouvaient que bon, ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait. Du côté des Arabes, c'était pas assez ce qu'on voulait. Et en fin de compte, Camus était relativement clair en disant que c'était quand même possible de vivre en symbiose. Alors vous allez me dire, quand on dit symbiose, on se dit est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Et c'est tout ce qu'il apprenait, il n'a rien dit de plus. En fait, pour Camus, ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France n'a évidemment rien à voir entre la France et l'Allemagne, au sens des pays. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'Algérie était plus française que la Corse.
et ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Hein? Bon, donc évidemment, quand on analyse maintenant en 2013, on se dit on ne voit pas bien le cadre, mais pour comprendre la pensée camusienne, il faut quand même le resituer dans son contexte, et le contexte c'était ça. Bon, donc dans ce cadre-là, on voit bien que c'est très, très difficile de prendre position, mais ce qui est, pour notre part, en tout cas pour moi, extraordinaire, c'est que Camus prend quand même position. Alors qu'on pourrait se dire, bon, bah, de toute façon, toi tu as eu ton prix Nobel, occupe-toi d'autre chose, hein. Ça va très bien comme ça, et puis bon, il a eu juste le temps de mourir. Mais non, malgré ça, il va prendre position parce qu'il a toujours pris position. Et là, c'est assez intéressant aussi dans le cadre de la topique, c'est qu'il y a des gens parmi nous qui ne prennent pas position alors qu'ils restent campés sur leur position. Vous voyez? Alors que Camus n'est jamais resté campé sur ses positions, il a toujours pris position, et attention, toujours dans le cadre de l'autre. À savoir, la plupart d'entre nous considèrent que nous sommes un. Alors que dans la pensée camusienne, on voit bien qu'il y a le phénomène de l'altruisme qui intervient et qui considère que les uns, en fait, sont les autres. C'est-à-dire qu'il se disait qu'il aurait pu être de l'autre côté. Voilà. Ça correspond justement au problème de l'hospitalité. L'hospitalité, vous savez, c'est quelque chose de sacré, donc on considère que l'étranger est protégé par les règles de l'hospitalité. Bon. Et là, c'est pareil. Dans le cadre camusien, qui est l'autre? C'est ça le problème. Qui est l'autre? Qui donne l'hospitalité à qui? Parce que vous comprenez, quand on utilise les anachronismes, on se dit, bah oui, mais c'est arrivé après, c'était avant, etc. Eux, ils étaient là avant, les autres, ils étaient après, etc. Et finalement, si vous regardez bien comment se situe le contexte camusien, vous allez vous rendre compte que lui, il va simplement décider que les uns et les autres sont les autres et les autres. Et donc cette relation plus symétrique, qui va dans le sens de la convivialité quand tout le monde est d'accord, qui va dans le sens de l'altruisme quand il y a de l'abnégation, et qui va dans le sens de la révolte quand il y a de l'arbitraire, c'est ce qui va caractériser Camus. C'est-à-dire que Camus considère que si l'homme ne s'est pas révolté, il n'est pas encore devenu humain. Donc, d'une certaine manière, on le voit bien aussi par rapport au génocide, les victimes de génocide, les survivants des génocides, sont plus humains que les autres, parce qu'ils ont dû affronter une barbarie qui a tenté de les écraser, et donc ils ont été mis au pied du mur, ils n'avaient pas le choix, et donc dans ce cadre-là, ils ont été obligés de se révolter, de dire, bon, il faut faire quelque chose. Bon. Mais le problème de l'accès à la révolte est toujours difficile, mais attention, c'est ça qui est fondamental chez Camus, ce n'est pas une révolte dans le sens de Brel. Hein. Vous vous rappelez de la chanson de Brel qui dit enfin, l'avenir se moque bien des petits révoltés. Hein, et on regarde, il y a une différence entre révolté et révolutionnaire. Il y a une différence entre insurgé et agacé. La plupart d'entre nous, on s'agace facilement. Et au moment où on est agacé, on dit ça nous révolte. Alors c'est assez drôle parce qu'on ne dit pas ça me révolte, on dit, ou même si on le dit, on ne dit pas je me révolte. On dit ça me révolte. Bon, c'est l'autre qui vous révolte. On dit comment vous vous révoltez? C'est l'autre, il me révolte. Ça doit être une révolution. Mais ce n'est pas actif. C'est pas j'accuse. Et je dis, le monde tel qu'il est inadmissible. Bon, 1, vous continuez à vivre, 2, vous continuez à le dire le lendemain, et 3, vous n'avez rien fait. Bon, alors, ce n'est pas la peine de le dire. Alors là, si vous voulez, c'est la différence entre l'agacement et l'expression d'agacement et la révolte réelle qui change le monde.
Donc la révolte du réel qui change le monde, elle se base toujours sur ce schéma à base 5, à savoir que vous avez la réalité, vous avez l'acte, la vision, l'utopie et l'impensable. Donc, Camus, il a réussi à nous faire comprendre que des choses qui étaient a priori impensables, à savoir comment analyser de manière cohérente la notion d'absurde, ne provoquaient pas une utopie, mais engendraient une nouvelle vision du monde. La plupart d'entre nous, quand on dit c'est absurde, on ne se rend pas bien compte que la seule chose qui est vraiment absurde, c'est de l'avoir dit. Parce que si vous dites que c'est absurde un événement qui existe, ben il n'est pas absurde puisqu'il existe. Absurde, c'est ce qui permettrait dans un raisonnement par l'absurde de démontrer qu'il n'existe pas. Alors contrairement à ce que vous pensez, ça peut finalement même pas s'appliquer à votre phrase puisque elle-même existe. En fait, c'est simplement votre pensée qui est absurde et pas l'absurde qui n'est pas pensé. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'imprévisible n'est pas toujours imprévisible. Donc c'est le problème de l'intelligence. Et donc, chez Camus, l'intelligence prime, évidemment, c'est pour ça qu'il y a cette façon de faire, et c'est aussi cette intelligence qui va le mettre en porte-à-faux avec Sartre. Alors Sartre, je ne veux pas dire que Sartre n'était pas intelligent, mais Sartre était du système. Vous voyez, le système normatif, à savoir, donc, normalien, le parti, une vision consensuelle et dogmatique, si vous voulez, un système cohérent. Bon. Et d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui est comme Camus, qui lui s'attache plus à l'aspect humain qu'à l'aspect cohérence. Donc vous allez me dire, quand vous analysez la pensée camusienne, vous dites, mais là il a dit ça, là il a dit ça, là il a dit ça. La question que vous devez vous poser, c'est, est-ce qu'il a été humain tout le long? Oui. Est-ce que Sartre a été humain tout le long? Non. Mais il a été cohérent tout le long. Jusqu'à l'aveuglement. Parce que ça c'est très important, le problème de jusqu'à l'aveuglement. Parce que vous voyez, par exemple, des gens comme Simone Signoret et Montand se sont arrêtés avant l'aveuglement quand même. Le printemps de Prague, ça leur a fait un clic. Ils se sont dit, bon, quand même. Hein? Bon. Donc, vous voyez, quand vous lisez Milan Kundera, et là vous allez vous retrouver avec ce que je vous disais pour les détails, hein, la plaisanterie par exemple. Ça commence par un détail. Et le détail devient un truc complètement kafkaïen. Donc, dans ce cadre-là, il faut bien se rendre compte que dans les nouvelles de Camus, on n'a pas beaucoup parlé des nouvelles, parce qu'elles sont quand même de moindre envergure par rapport au reste, si vous voulez, si on veut analyser la pensée philosophique, mais dans les nouvelles, il y a bien une pensée, mais en général, elles sont basées sur un ou deux schémas philosophiques. Cela permet, c'est pas un défaut, hein, attention, c'est parce que c'est l'ossature de la nouvelle, c'est ce schéma, et ensuite on construit la nouvelle pour mettre en évidence ce schéma et dire, voilà, c'est basé autour de ça. Dans ce cadre-là, dans la nouvelle, quand vous avez l'exil et le royaume, il y a un moment, l'homme qui tient une pierre sur la tête. C'est ma nouvelle préférée dans ce texte, parce que évidemment, il y a une allusion très claire au mythe de Sisyphe. Mais on ne voit pas bien comment il va s'en sortir. Donc je vous garde, parce que si vous ne l'avez pas lu, c'est dommage de ne pas le faire. Mais en tout cas, c'est dans le recueil de nouvelles, L'exil et le royaume. Donc, c'était dans celui-là où aussi il y avait l'instituteur. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez donc, dans la pensée camusienne, je pourrais dire que c'est comme une immense cathédrale. Vous voyez ?
Alors, vu de loin, vous vous dites, c'est une église. Après, quand vous rentrez et quand vous découvrez l'architecture, il y a plein de flèches de partout, il y a des arcs, il y a des icônes, et tout ça est vraiment organisé. C'est ça sa vision programmatique. Or, quand on lit Camus, à cause de la simplicité de texte, on a une tendance à penser qu'il y a une simplicité de la pensée. Or, c'est parce qu'il a une très grande pensée intellectuelle qu'il est capable d'écrire ça de façon simple. Mais c'est pas parce que c'est simple. Et en fait, ensuite, on commet un abus de langage. Comme le texte est simple, forcément, c'est que sa pensée est simpliste. Faites donc l'essai suivant, reprenez l'étranger après cette conférence, et je vous fais l'exercice suivant, comme dirait Einstein. Lisez juste la première page. Pas juste la première page. Et essayez de voir comment écrit le texte. Et vous allez vous rendre compte qu'on a l'impression qu'il y a une série de notes comme ça, staccato. Vous avez beaucoup de mal à trouver la partition. Or, il y a une partition qui commence dès le début. Les éléments qui vont se situer dans la première page de l'étranger vont être tout à fait caractéristiques de l'ensemble du texte. Or, nous, on les lit, bon, c'est la première page, l'introduction, l'essence va venir après. Pas du tout. Il y a déjà des mots qui sont dits. Ils ne sont pas situés au hasard. Si vous voulez faire l'effort, relisez le tout début d'état de siège, et vous allez voir que dans les notes, il est écrit les personnages parlent de façon presque incompréhensible. Et vous avez une série de mots où, effectivement, quand vous lisez, vous vous dites tiens, on dirait soit du théâtre de l'absurde, soit on dirait un morceau d'un intendant Godot, quand ça commence à délirer, à savoir quand lui qui parle sous les commandes, sous les ordres de Pozzo. Or, il n'en est rien. En réalité, ça va être l'état de siège. On comprend bien qu'il essaie de rendre ça de façon vivante, montrer les incohérences internes d'un début de texte. Nous donnons très peu d'importance au début du texte, nous donnons plus d'importance à la fin. Or, le début, c'est les premiers mots après le silence. Alors que la fin, c'est les derniers mots avant le silence. Ils sont tout aussi primordiaux. Parce que vous savez, quand vous voulez écrire un texte simple, trouvez une phrase simple. Alors, ce qui est assez intéressant du point de vue technique, vous allez vous rendre compte que les phrases courtes, parce qu'on pense souvent que les phrases courtes montrent une faible complexité, mais franchement, si vous voulez comparer Camus à Proust, on se dirait en termes de longueur, c'est comparable. Évidemment, chez Proust, c'est très très long, etc. Bon, pour pas le faire, je ne vais pas faire de comparaison en termes de niveau intellectuel, donc on va en rester là. Juste vous dire que les transferts et les transferts de structure, à savoir parler du langage et parler à la pensée, passer à la pensée, c'est quand même un abus de langage, de la simplifier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on fait difficilement des abus de pensée. Or, on devrait bien en faire. Comme ça nous permettrait de nous rendre compte que certaines tournures littéraires qui sont bien alambiquées sont bien alambiquées pour bien montrer le néant qu'elles comportent. Parce que si vraiment on voulait analyser ce qui est dit, on se dirait quand même quel verbiage. Donc, chez Camus, je pense que même les gens qui sont les plus acerbes contre lui, j'en ai jamais entendu dire quel verbiage. C'est déjà un bon point. Donc, l'essentiel est quand même simple, simplement le simple est complexe, et comme il est complexe, il n'est pas accessible aux gens simplistes qui ont une tendance à le dénigrer en pensant qu'il est dénaturé, alors qu'en réalité, c'est simplement leur pensée qui est dégénérée. Oui. Donc le Camus, il a toujours été très clair, il a toujours écrit ce qu'il pensait, il a vécu ce qu'il écrivait,
il a été cohérent sur le plan humain et il représente quand même un paradigme pour nous en tant qu'intellectuels engagés, attachés à la notion d'humanité avant tout et uniquement. Merci bien.